Je viens parler au nom de valeurs universelles que la France a toujours proclamées, des droits qui sont ceux de tout être humain, où qu'il vive. La liberté, la sûreté, la résistance à l'oppression. Alors ceci est très important. Le président fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Une déclaration qui a été placée en préambule de la Constitution française actuelle. Il cite 3 droits imprescriptibles, inaliénables: la liberté, la sûreté, la résistance à l'oppression. Alors, la sûreté, il faut comprendre la paix civile en fait. Mais curieusement, il a un trou de mémoire, il oublie le 4e droit, la propriété. Pourquoi? Le président Hollande est mal à l'aise avec ce terme, puisque en tant que socialiste, il a derrière lui l'héritage d'un débat sur propriété individuelle ou propriété collective. Mais en faisant disparaître complètement ce terme, il indique que pour lui, la propriété n'est pas un droit universel. Les révolutionnaires français, au contraire, pensaient qu'on ne pouvait jouir de sa liberté, l'exercer pleinement, que lorsque l'on était propriétaire de son logement et de son outil de travail. Et ils avaient redistribué toutes sortes de propriétés foncières dans ce but-là. Donc voilà le paradoxe. François Hollande est socialiste, mais il ne considère la propriété comme un droit que pour les riches. Car nous devons agir ensemble, mais agir vite. Car il y a urgence. La première des urgences s'appelle la Syrie. Bon. Pourquoi la Syrie? Eh bien, ceci ne sera jamais expliqué. Il ne s'agit pas de minimiser la situation syrienne, il s'agit simplement de faire remarquer que d'autres États se trouvent également dans des situations extrêmement difficiles et mériteraient que l'on s'intéresse à leur situation et qu'on vienne les aider. Il s'agit par exemple de remarquer que le conflit actuel le plus grave dans le monde, ça n'est pas en Syrie. Le conflit le plus meurtrier, c'est au Mexique, où la guerre à la drogue a déjà fait plus de 100 000 victimes en 5 ans. Mais évidemment, les conditions géostratégiques du Mexique et de la Syrie sont totalement différentes. Et le conflit actuel au Mexique fait le jeu des États-Unis, tandis que ce n'est pas le cas de ce qui se passe en Syrie. Encore aujourd'hui, le calvaire de la population se poursuit. 30 000 morts depuis 18 mois. Combien de morts encore devrons-nous attendre avant d'agir? Ça, c'est un très mauvais argument de tribune. Hein. Combien de morts encore pour que nous agissions? En fait, ça n'est pas du tout une question de nombre. C'est une question de savoir qui viole le droit international et comment on peut rétablir le droit international. Là encore, c'est une question qui est qualitative et non pas quantitative, mais qui dès lors va remettre en cause, si on veut y répondre, la position des grandes puissances et non pas simplement la responsabilité du régime de Damas. Sans attendre, je demande que les Nations Unies accordent dès maintenant au peuple syrien toute l'aide, tout le soutien qu'il demande, et notamment que soient protégées les zones libérées et que soit assurée une aide humanitaire aux réfugiés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire des zones libérées? Donc, qu'est-ce que c'est que les zones libérées? Alors, on voit quelques poches dans le pays qui sont sous le contrôle de l'armée syrienne libre. Ce que François Hollande demande, c'est que ces zones soient gouvernées via un mandat des Nations Unies. C'est ni plus ni moins que la recolonisation qui est annoncée. Je vous rappelle que la France, pendant l'entre-deux-guerres, disposait d'un mandat donné par la Société des Nations pour coloniser cette région. Donc là, par petits bouts, nous voici de retour. Et puis une question se pose. Est-ce que le Golan, actuellement occupé par Israël, doit être considéré d'ores et déjà comme une zone libérée? Je veux donc ici, de nouveau, dire que nous sommes prêts à prendre de nouvelles sanctions
non pas pour punir le grand peuple iranien, mais pour dire à ses dirigeants qu'il suffit maintenant et qu'il convient de reprendre la négociation avant qu'il ne soit trop tard. Bon, le fait de prononcer des sanctions de manière unilatérale est contraire au droit international. Donc ce que l'Union européenne ou les États-Unis font est une violation de ce droit international. Et comme l'a souligné le représentant russe un peu plus tard dans le débat de politique générale, ce n'est pas de cette manière-là que l'on va résoudre les conflits, ce n'est pas de cette manière-là que l'on va renforcer l'autorité des institutions internationales. Par ailleurs, on est un peu surpris d'entendre le président français vouloir augmenter les sanctions contre l'Iran, alors que ces sanctions sont inefficaces, ou plutôt elles ont détourné l'Iran de ses partenaires commerciaux habituels et ont orienté l'Iran vers de nouveaux partenaires commerciaux, principalement la Chine, la Russie. D'ailleurs, ceci s'est fait au détriment de l'économie française. Je vous rappelle le cas de Peugeot qui s'est trouvé en très grande difficulté économique du fait qu'on lui ait demandé de s'interdire le marché iranien. La troisième urgence, c'est de trouver enfin une issue au conflit israélo-palestinien. Le statu quo que nous connaissons n'est pas une réponse, c'est une impasse. La France, là encore, j'en prends l'engagement, contribuera de toutes ses forces à restaurer les bases d'une négociation devant déboucher sur la coexistence de deux États dont chacun sait bien quelle est la seule solution pour qu'il puisse y avoir une paix juste et durable dans cette région. Bon, là, c'est un peu la méthode Coué, donc on nous dit que la solution à deux États est la seule qui permette d'assurer une paix juste et durable. C'était le pari qui avait été fait avec les accords d'Oslo, mais on a vu que ça ne fonctionnait pas du tout. Cette chose-là est impossible à mettre en œuvre. C'est une pure chimère. Mais le plus choquant dans ce que vient de dire François Hollande n'est pas là. Au début de son discours, il nous avait rappelé la déclaration de 1789 proclamant le droit de résister à l'oppression. S'il y a vraiment un cas d'oppression aujourd'hui dans le monde, c'est celui des Palestiniens. Voici 60 ans que ces gens sont privés de leurs terres, privés de leurs droits et qu'ils ne peuvent attendre aucun secours des institutions internationales puisque au Conseil de sécurité, un veto s'applique systématiquement quand il s'agit de faire valoir leurs droits. Donc, plus que tout autre, les Palestiniens ont un droit, sinon un devoir, de résister à l'oppression. Mais M. Hollande leur dénie ce droit. À la place, il nous fait un appel au dialogue. La situation créée par l'occupation d'un territoire, le Nord Mali, par des groupes terroristes est insupportable, inadmissible, inacceptable. Pas seulement pour le Mali, qui est affecté par ce mal terroriste, mais pour tous les pays de la région, et au-delà de la région, par tous ceux qui peuvent être un jour frappés par le terrorisme. Bon, le cas du Mali est complexe, puisque c'est un pays qui a été créé de manière très artificielle avec des populations différentes et un territoire à peine contigu. Ce à quoi nous assistons, c'est l'arrivée de nos groupes qui ont disposé d'un armement considérable parce qu'ils sont allés d'abord se battre en Libye. Et l'un de ces groupes était armé par la France, a aidé la France, a aidé l'OTAN, à renverser la Jamaria et à installer un gouvernement fantoche à Tripoli. Puis ces gens se sont repliés sur le Sahel et avec cet armement, ils ont essayé de créer leur propre État. Là, on est maintenant dans quelque chose de complètement incohérent, puisque M. Hollande demande l'autorisation d'aller combattre les gens que la France a armés.
Et par ailleurs, si on est bien d'accord que le Mali doit retrouver son intégrité territoriale et qu'il est grand temps de lutter contre ces groupes que l'on n'aurait jamais dû armer, on doit se demander pourquoi ce qui est bien en Mali, aujourd'hui, est mauvais en Syrie. Parce que ce qui se passe en Syrie est du même acabit. Nous avons d'autres groupes venus de Libye et de bien d'autres pays encore qui ont aujourd'hui attaqué la Syrie. Et les poches libérées dont parlait M. Hollande sont simplement des zones occupées par ces organisations terroristes. Donc, y a-t-il une logique à tout cela? Sur le plan intellectuel, absolument aucune. Il y a une logique d'intérêt, bien sûr. Mais le président est obligé de tenir des discours totalement contradictoires selon les situations, et ceci décrédibilise totalement sa parole. Ce que l'ONU doit défendre, doit promouvoir, c'est une conception du monde fondée sur les droits et les libertés fondamentales. Les printemps arabes ont montré que ces valeurs étaient universelles, valaient pour tous les continents, pour tous les pays. Et je veux saluer ce qui s'est produit en Tunisie, en Libye, en Égypte. Là, on est dans le dogmatisme. Donc il existe des printemps arabes qui sont fondés sur les droits et les libertés fondamentales. C'est une théorie des puissances impérialistes de considérer que tout ce qui se passe depuis 2 ans dans le monde arabe a exactement la même origine, répond aux mêmes aspirations et se terminera inévitablement par le triomphe de la démocratie et de l'économie de marché. C'est vrai que les transitions ne sont pas faciles, qu'il y a des risques, qu'il peut y avoir des allers-retours, que les violences peuvent tenter de faire disparaître les acquis et les progrès. Donc là, je suppose qu'on fait allusion au fait qu'après avoir crié victoire en Libye en installant des intégristes au pouvoir, on découvre qu'on ne maîtrise pas la situation et que certains d'entre eux se font la guerre les uns les autres et que d'autres participent à l'assassinat d'un ambassadeur des États-Unis. La France veut que l'ONU soit le centre, le cadre de la gouvernance mondiale. Mais est-ce que les États qui forment notre organisation veulent que ce soit le principe et l'objectif? Donc voilà une idée particulière. Le président souhaite que les Nations Unies ne soient plus un système pour le règlement pacifique des différends internationaux, mais deviennent le centre d'une gouvernance mondiale. Donc il se situe dans la lignée de la globalisation sans le dire, et du transfert du pouvoir en dehors des États et donc en dehors de tout système démocratique possible. Ce que je veux vous faire comprendre à cette tribune, c'est que nous devons agir pour prendre nos responsabilités, agir pour régler les urgences, la Syrie, la prolifération nucléaire, le Sahel. Agir aussi pour un autre monde, pour qu'il soit celui du développement, agir pour les financements innovants, agir pour qu'il y ait une lutte contre les fléaux sanitaires, agir toujours, agir ensemble. Soyons à la hauteur de la mission qui nous a été confiée et de l'attente des peuples. Voilà le message de la France. On avait envie de dire comme c'est beau et comme c'est creux. Et donc, après cette brève analyse du discours du président, vous comprendrez pourquoi la diplomatie française n'est plus prise au sérieux du tout dans les enceintes internationales. Voilà le message de la France.